Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi à Dakar et partout au Sénégal, 12h GMT, bienvenue dans le grand journal de la RFM. Sommaire de cette édition, l'affaire des élèves voilés de Sainte-Jeanne d'Arc. Les parents des filles se sont rassemblés ce matin devant l'établissement. Dans ce journal, la forte réaction de Maître Massorne Kane. Arrêt de l'orientation des bacheliers vers les établissements privés d'enseignement supérieur. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur salue la décision. Le cadre unitaire des privés rétorque qu'il n'allait de toute façon pas accueillir les étudiants du CRU 2019. Pénurie et hausse du prix du sucre, la compagnie sucrière sénégalaise plaide non coupable. Ses prix aux grossistes inchangés et ses magasins remplis. La CSS demande de chercher l'explication ailleurs. Notre reportage Tamkharit du jour à J-3 de l'Achoura, nous parlerons de la tendance de plus en plus grande à commander le couscous de la Tamkharit plutôt que de le préparer de A à Z. Pour les titres de l'actualité internationale, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Suleiman, bonjour à tous. La fin d'une histoire au Zimbabwe. Robert Mugabe n'est plus. Il est décédé ce vendredi à l'âge de 95 ans. Témoignage timide de la communauté internationale à l'égard du père de l'indépendance du Zimbabwe. Les violences xénophobes en Afrique du Sud ont fait au moins 10 morts. Plus de 400 personnes arrêtées à Johannesburg. Les violences ont fortement diminué selon le président Ramaphosa. Et puis au Cameroun, l'ouverture ce matin du procès de l'opposant Maurice Kamto en prison depuis le mois de janvier. Rendez-vous dans quelques minutes Anna Rocha pour le développement de tous ces titres. Pour les titres du journal des sports que vous nous présenterez, bonjour et bienvenue à vous, cher Tidiane Diagne. Merci à vous, Suleiman. Bilan largement négatif de la participation sénégalaise au mondial masculin de basketball. Ce week-end, les Lions vont jouer 2 matchs de classement pour tenter de sauver la face. Yamatogne de Ziguinchor, R100 de Thiès, affiche de la finale des phases nationales de l'ONCAV qui se déroule à Louga. L'une de ces deux formations va succéder pendant ce week-end au réveil de Kaolack. 5e journée qualification Euro 2022. Un explosif Allemagne-Pays-Bas attendu ce soir. A tout à l'heure, cher Tidiane Diagne, pour le développement. Une barre à la mise en onde de ce journal. Le bras de fer se poursuit entre la direction de l'école Sainte-Jeanne d'Arc d'une part, les élèves voilés et leurs parents de l'autre. Ce matin, les parents des élèves se sont rassemblés devant l'établissement après qu'ils ont été invités à venir chercher leurs enfants, toujours interdits d'accès aux salles de classe pour non-respect du code vestimentaire de l'école. Les parents s'inquiètent désormais de l'impact psychologique de cette crise sur les élèves. Koumba Sandiane Faye. On ne s'est pas inscrit, on s'est réinscrit. Le règlement de l'école stipulait que l'enfant a le droit de venir voiler avec un voile bleu ou un voile blanc. Elle et ses camarades disent s'être réunis devant l'une des entrées de leur école, institution Sainte-Jeanne d'Arc, comme elles l'ont toujours fait depuis des années. Depuis le CP, elles sont dans cette école. Aujourd'hui, elles ont 16 ans et 17 ans. À 8 heures, comme tout élève de l'école, l'accès dans l'enceinte de l'établissement n'est pas interdit à ces élèves voilés, mais dans les salles de classe, si. Elles attendent à l'amphithéâtre avec leurs parents. Dès qu'elles sont rentrées, ils les ont fait rentrer dans une salle de côté et ils les laissent là-bas. Vers 9h30, l'attente a été longue pour les parents qui sortent de l'école avec leurs enfants sans aucune notification de la part de la direction. Ils nous ont rien dit. On ne va pas les laisser là-bas jusqu'à 13h toutes seules dans une salle. Et attention, avec des surveillants. D'ailleurs, même si elles veulent aller aux toilettes, les surveillants les accompagnent. Ils se concertent non loin de l'école. Leurs enfants renvoyés, l'air confie. Les parents s'inquiètent pour le moral de leurs enfants. Elles ont mal, elles ont leurs copines ici. Elles ont des copines avec qui elles sont là depuis 10 ans. 10 ans, c'est pas facile. On ne peut pas laisser une école 10-11 ans et après rentrer comme si de rien n'était. Une des filles renvoyées, voile aux couleurs de l'établissement, n'en revient toujours pas. Dans ma tête, c'est pas encore mis que je ne suis pas à l'école. Ce parent d'élève, Mahmoud Abdali. Non, ma fille n'est pas voilée. Pancarte à la main sur laquelle on peut lire non à l'interdiction du port du voile. Il est venu soutenir les camarades de son enfant. Un règlement modifié, non visé par l'éducation nationale, non visé par l'association des parents d'élèves, est nul et non avenu. L'institution Sainte-Jeanne d'Arc, de son côté, soutient plutôt le respect du règlement qui stipule tête découverte de l'élève. Et les parents parlent de modification récente de ce règlement. Une modification illégale à leurs yeux n'étant pas encore visée par l'autorité. Le ministère de tutelle est interpellé.
Au sujet de cette crise à l'institution Sainte Jeanne d'Arc, Maître Massokhna Kane a bras raccourci sur les responsables de l'école. Pour le président de SOS Consommateurs, le règlement qui interdirait le voile n'est pas clair. Il invite par conséquent l'Église à se prononcer officiellement sur la question, tout comme l'État, au plus vite. Maître Massokhna Kane l'a dit à Mohamed Ali Mouba. On nous dit que c'est le règlement intérieur de l'école qui permet d'interdire le port de signes religieux, le port de voile. D'abord, ça n'a pas été clairement indiqué, on a parlé de tête nue, je crois. Mais ce qui est grave, c'est que il y a eu des précisions. Vous vous souvenez, l'année dernière, à Saint-Louis, c'était la même chose. Alors, c'est comme un ballon de sonde qu'on fait. Il suffit que ça passe dans un établissement privé catholique pour que ça se généralise. Vous avez vu actuellement le silence de l'Église sur cette question. Or, il est important que l'Église se détermine sur cette question. Elle est extrêmement importante. Je crois que l'État du Sénégal également doit régler ce problème. Ça ne peut pas attendre ce problème. Parce que cette école, pour avoir son agrément, enseigne le programme normal, reçoit des élèves de toute concession, de toute confession. Alors, les musulmans ont l'obligation, les musulmanes, de se voiler. Celles qui choisissent de le faire pour être en harmonie avec leur religion, on ne peut pas le leur interdire, dans la mesure où la Constitution du Sénégal et les lois leur donnent le droit d'exercer leur culte et de montrer leur différence. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Au lendemain de l'annonce par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de l'arrêt des orientations des bacheliers vers les établissements privés d'enseignement supérieur, la réaction de ces établissements ne s'est pas fait attendre. Le cadre unitaire des organisations privées d'enseignement supérieur botte en touche et précise que les établissements qui en sont membres ne prévoyaient même pas d'accueillir les étudiants référés par l'État. Autre réaction, celle du syndicat autonome des enseignants du supérieur qui se félicite de la mesure à condition que des mesures d'accompagnement suivent pour permettre au public de dispenser des enseignements de qualité. Toutes ces réactions ont été recueillies et synthétisées par Pape Bess Diba. Peu importe ce que l'État fera pour les nouveaux bacheliers, mais les établissements d'enseignement privé n'étaient pas du tout disposés à les accueillir cette année. La raison est simple pour Jean-Marie Sène, leur président. Le gouvernement est régulièrement pris en faute sur ses engagements. Celui qui n'est pas capable de payer 2017-2018, 2018-2019, comment peut-il encore prendre des engagements pour payer les bacheliers de 2019 ? Nous avons dit non, il faut savoir faire un break, s'arrêter, évaluer si le programme il ne peut pas être pérennisé parce que l'État n'en a pas les moyens. L'État n'a qu'à trouver d'autres solutions. Ça ne nous pose aucun problème. Nous existons depuis plus de 20 ans. C'est donc la fin du partenariat entre le gouvernement et les établissements privés. Ainsi, pour 2019-2020, ce sont plus de 50 000 bacheliers qui doivent être enrôlés par le public. La décision emballe déjà le SAES, mais le syndicat autonome de l'enseignement supérieur veut des mesures d'accompagnement. Malik Fall est le secrétaire général. Nous avons toujours défendu l'idée selon laquelle le SAES est pour un enseignement supérieur public et de qualité. Et au niveau donc de l'UE, nous sommes en train également de défendre l'idée selon laquelle il faut lutter contre la privatisation et la marchandisation donc de l'enseignement d'une manière générale. C'est une décision en tout cas qui ne peut avoir un écho favorable de notre côté. Maintenant, il y a quand même un certain nombre de préalables. Et parmi ces préalables-là, il y a bien sûr des préalables qu'il faut tout simplement satisfaire dans l'immédiat et des préalables qu'il faut tout simplement inscrire dans le moyen terme. Le cadre unitaire des établissements privés redoute le syndrome des bacheliers non orientés, sentiment que ne semble pas partager le SAES. La trouvaille du ministre de l'Enseignement supérieur, loin d'enchanter certains étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Orienter tous les bacheliers dans le public serait encore une catastrophe vu les difficiles conditions d'études et de vie au sein des campus sociaux. Nafissatou Silla a rencontré quelques étudiants qui préparent la session d'octobre.
Il faut s'attendre à des répercussions avec cette idée d'orienter tous les nouveaux bacheliers que dans le public. Walindong, étudiant à la FASEC, estime que ce n'est pas une solution. On sait que c'était juste pour corriger le problème qui était gangréné au sein de l'université. Parce qu'on avait dit que l'université était pleine de monde. Il a fallu vraiment qu'on désengorge l'université, de les orienter dans les universités privées. Ça n'a pas marché. Il y a toujours des problèmes qu'on a eu à noter. Le fait de les orienter dans les universités publiques aussi, il y aura forcément des problèmes. C'est le même scénario. Son collègue de la même faculté trouve que les conditions ne sont pas réunies. L'université est devenue surchargée, tellement d'étudiants. Et au fur du temps, si ça continue comme ça, finalement, je dirais même vraiment, il n'y aura plus une bonne formation, c'est ça seulement. Vu que les études universitaires ne sont pas aussi faciles que ça, l'État doit essayer de trouver une autre solution. Pour Moustapha Ngom, de même que Walindong, cette initiative de parachuter tous les bacheliers dans le public nécessite des mesures d'accompagnement. Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Parce que chaque année, le gouvernement fait de son mieux pour donner des bourses sociales. Il donne aussi des aides. De toute façon, s'il les oriente ici, il fera de son mieux pour que ces étudiants soient dans de bonnes conditions. Donc l'État doit construire des amphithéâtres, des salles de TD, etc. Recruter aussi des professeurs parce qu'on en a besoin. Le fait de les orienter juste pour se libérer l'argent qu'ils jettent dans le privé, je pense que ce n'est pas la meilleure chose. Le ministère de l'Enseignement supérieur est ainsi interpellé. Les conditions pour recevoir ces plus de 50 000 bacheliers dans les universités publiques ne sont pas encore réunies. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Un mot sur la consommation. Il n'y a ni pénurie ni hausse du prix du sucre du fait de la compagnie sucrière sénégalaise. La CSS, qui a été citée parmi les causes de l'augmentation du prix du kilogramme de sucre en poudre, noté il y a quelque temps sur le marché. Or, le produit est suffisamment disponible dans les magasins de la compagnie sucrière et la société précise qu'elle n'a procédé à aucun changement des prix à ses clients. Les détails dans ce dossier réalisé par Mamadou Diagne. La compagnie sucrière sénégalaise entre dans le débat autour de la pénurie du sucre et siffle la fin de la récréation. Selon Louis Lamotte, directeur conseiller du groupe Mimran, il n'y a pas de pénurie dans le marché sénégalais et que la compagnie sucrière sénégalaise a produit plus de tonnes comparé au mois précédent. Il n'y a pas de problème, en tout cas au niveau CSS, quant à la distribution du sucre. Le sucre existe en quantité suffisante. À la date d'aujourd'hui, nous avons plus de 25 000 tonnes disponibles dans nos magasins répartis entre Dakar et Richard Toll. Et je peux vous dire qu'on a vendu au mois d'août ce qu'on n'a jamais vendu pendant toute l'année, et y compris même pendant le Ramadan. Nous avons servi plus de 18 000 tonnes ce mois-ci, avec les preuves à l'appui. Là où, au mois dernier, au mois de juillet, nous n'avions vendu que 14 000 tonnes. Si avec 14 000 tonnes, on n'avait pas parlé de pénurie en juillet, je ne comprends pas pourquoi on parlerait de pénurie au mois d'août, là où on a vendu 18 000 tonnes. Donc 4 000 tonnes de plus qu'au mois de juillet. Par rapport à l'augmentation du prix du sucre, le directeur conseiller du groupe Mimran dégage toute responsabilité de la compagnie et se veut clair. Je n'ai pas constaté une augmentation du prix au niveau des segments. Mais ce que je peux dire, moi, pour engager la CSS, les prix n'ont point varié à la CSS. Rien n'a été augmenté. On vend au même tarif que depuis 2012. Donc, s'il y a un problème de prix, allez le voir sur les autres segments, les grossistes ou les demi-grossistes ou les détaillants, mais pas au niveau CSS. Les explications ne sont pas à demander à la CSS, elles sont à demander à ces grossistes qui sont directement en relation commerciale avec la CSS, qui ont beaucoup acheté, encore une fois, beaucoup plus qu'ils n'avaient l'habitude d'acheter, et qui, quelque part, s'organisent pour ne plus diffuser le produit tel qu'ils l'ont toujours diffusé. Il estime même que la source de tous ces problèmes est l'attribution de la déclaration d'importation de produits alimentaires communément appelée DIPA. Certains ont envie d'avoir encore des DIPA pour importer, c'est leur droit. Mais ils importeront quand l'offre nationale sera épuisée. Et pour le moment, l'offre nationale, elle est là, disponible, elle n'est pas épuisée. Donc voilà, ils cherchent à forcer les portes, comme on dit, mais nous sommes vigilants. Ainsi, pour mettre fin à tous ces grèves, lui, Lamotte demande à l'État de prendre des mesures idoines pour que les prix homologués par le gouvernement puissent être respectés dans toute l'étendue du territoire national. Mamadou Diagne, Richard Toll, Radio Futur Média.
Et puis, vous avez dû le constater, ces nouvelles plaques d'immatriculation, seulement les fabricants des anciennes plaques ne se retrouvent plus dans leur travail. Des retards de paiement, des clients qui s'impatientent et pas assez de machines. Le travail marche au ralenti. Il demande donc à l'État de revoir les contrats. Reportage Salimata Aou. Comme s'ils n'attendaient que la presse pour déverser leurs billes. Ce sont les fabricants des anciennes plaques d'immatriculation. Moussa Sarr, l'un d'eux, expose leurs difficultés. On manque à gagner parce que là, on traite directement avec vous négociez les prix. Ce n'est plus le cas. Le client, le prix est déjà fixé en avance. Le client, il paye là-bas. C'est en retour maintenant que nous procédons par facturation. En tout cas, avec les clients, la somme qu'on avait, la négociation, cette faculté de négocier le prix. Ce n'est plus le cas. Le prix est fixé d'avance et payé là-bas. Donc, le prix qu'on avait avant est presque divisé en deux. Entre l'État, il y a la concession qui a gagné le marché, c'est-à-dire Gemalto, et maintenant nous. Leur chiffre d'affaires a baissé et puis ils ont des difficultés à rentrer dans leur fonds depuis des mois. Khadim Diaw. Nous quittons ici pour aller jusqu'à Yarar pour les nouvelles plaques. Les clients s'impatientent et on a travaillé des mois sans être payés. Les clients s'impatientent car sur 12 sociétés agréées, 6 disposent de machines. Un autre problème qui ralentit le travail. Badenjai. Les machines ne sont pas disponibles, c'est un autre problème. Il y a 11 sociétés et seulement 6 fonctionnent actuellement. Ces travailleurs demandent à l'État de revoir le contrat. Ces fabricants de plaques disent ne plus avoir une sécurité financière. Ils viennent juste pour ne pas rester chez eux car le métier ne nourrit plus son homme. À 12h17, un mot de la vie des institutions avec ce séminaire gouvernemental qui se tient aujourd'hui et demain sur l'accélération de la mise en œuvre de la phase 2 du PSE, les réformes institutionnelles, une meilleure gestion budgétaire et la rationalisation des dépenses publiques. Nous prenons prétexte de ce séminaire pour vous proposer ce dossier de la rédaction. Toutes les thématiques devant y être abordées sont liées selon les spécialistes interrogés. C'est un dossier préparé par Famadion et Jean-Paul Ndour. 4 thématiques complémentaires vont imprimer la cadence du séminaire gouvernemental de 2 jours, une aubaine selon Mohamed Ly, président du think tank IPOD, Innovation politique et démocratique. L'accélération de la mise en phase du PSE dans sa phase 2, la réforme institutionnelle qui va accompagner tout ça, une meilleure gestion budgétaire et la rationalisation de la dépense publique que le président de la République a entamée. Les acquis de la première phase du plan Sénégal émergent doivent être consolidés et des moyens additionnels doivent être cherchés pour concrétiser le local content ou développement endogène. Mohamed Ly. Un des objectifs de la phase 2, c'est d'augmenter la part de financement privé de la phase 2 2019-2023. Et dans ce sens, il est important et stratégique d'engager ce qu'on appelle les problématiques endogènes, le local content. Et dans cette phase-là, il faudra voir comment, sur 2 leviers, augmenter l'épargne sénégalaise vers l'investissement productif et autrement aussi développer plus les investissements directs étrangers. À en croire Moubarak Lo, ingénieur, statisticien et directeur de cabinet adjoint du président de la République Macky Sall, il faut attendre la fin de l'année pour dresser un bilan chiffré et exhaustif de l'action gouvernementale. Ce qui est important dans une évaluation objective, c'est de comparer ce qui était prévu avec ce qui a été fait. C'est des données chiffrées qui permettraient d'établir est-ce qu'on est en avance, est-ce qu'on est dans le bon rythme, est-ce qu'on est en retard. Donc ce bilan-là n'a pas encore été effectué complètement. D'ici 2035, le Sénégal ambitionne d'amorcer un taux de croissance à 2 chiffres. Pour ce faire, le gouvernement va davantage miser sur 2 leviers importants, l'économie numérique, de même que l'industrie pétrolière et gazière. Justement, au sujet de la rationalisation des dépenses de l'État et plus particulièrement des allocations mensuelles pour charges de téléphonie mobile de certains agents de l'État, le syndicat des travailleurs de l'administration dénonce une augmentation de salaire déguisée. Selon le secrétaire général du syndicat, la mesure ne concerne pas les vrais agents de l'administration.
Pour Martar Dabo, l'État devrait plutôt négocier des forfaits téléphoniques avec les opérateurs. Il était l'invité de RFM Matin aujourd'hui. Nous avons vu que c'est après presque 8 ans que cette mesure a été matérialisée. Mais ça a été mal fait. Parce que, pourquoi on le dit ? En essayant de réparer une injustice, on a créé une autre injustice. Parce que allouer des montants de 300 jusqu'à 25 000 francs constitue en quelque sorte une augmentation déguisée de salaire. Alors qu'en réalité, ce qu'il y a lieu de faire, c'était de négocier avec les opérateurs privés de téléphonie mobile et la mise en place d'un forfait téléphone qui tournerait autour de moins de 30 000 francs pour les ayants droit. Et ensuite, si cette solution n'est pas satisfaisante, l'État a bel et bien le droit de développer son propre service de téléphonie mobile. L'État aujourd'hui a les infrastructures avec l'agence de l'informatique de l'État qu'on peut renforcer pour permettre à l'État d'être son propre opérateur téléphonique, de téléphonie mobile. Donc, surtout que nous vivons l'avènement des MVNO. Donc, l'État peut bel et bien être un MVNO et développer son propre réseau de téléphonie mobile et Internet pour permettre aux agents quand même d'une manière équitable de remplir correctement leur mission de service public. Nous avons constaté que ceux qui étaient en charge de faire le travail technique ne se sont pas ouverts à la concertation au sens large. Et cela a créé ce qu'on a constaté, c'est-à-dire l'omission de la majeure partie des agents de l'administration qui ont besoin du téléphone pour faire correctement le travail. Donc aujourd'hui, nous le regrettons, nous le déplorons. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Anna Rocha. Rebonjour Souleymane. À la une de l'actualité internationale, la mort ce vendredi de l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe. Mort à l'âge de 95 ans et loin de son Zimbabwe à Singapour où il était hospitalisé depuis le mois de mai après 37 ans de règne et après avoir été chassé du pouvoir en novembre 2017, l'ex-président s'en va presque dans l'indifférence. Les réactions de la communauté internationale pour le moment sont très timides, nous dit Mohamed Ali Mouba. Oui, de timides hommages, à commencer par celui de l'actuel président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, qui a salué le premier unicorn de la libération, un panafricain qui a dédié sa vie à l'émancipation. Dans la foulée, l'hommage des ministres du gouvernement, un nuage noir a enveloppé le Zimbabwe et bien au-delà a réagi un ancien ministre de l'information. Un jour noir a également tweeté le porte-parole du National Patriotic. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a rendu hommage à un combattant de la libération, à un champion de la cause africaine contre le colonialisme. Les Sud-Africains s'associent au peuple et au gouvernement du Zimbabwe pour le décès du combattant de la libération et champion de la cause de l'Afrique contre le colonialisme, a-t-il déclaré dans un communiqué. La Chine, quant à elle, parle d'un dirigeant exceptionnel. L'Afrique du Sud où les violences xénophobes ont fait au moins 10 morts. Parmi elles, un étranger, selon le président sud-africain Cyril Ramaphosa, précise que 423 personnes ont été arrêtées à Johannesburg, mais que les violences ont fortement diminué. Adi Maguette Ndiaye. Au moins 10 personnes, dont un ressortissant étranger, ont été tuées dans les violences xénophobes cette semaine en Afrique du Sud. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi 5 septembre le président sud-africain Cyril Ramaphosa, au moment où s'apaisent les tensions avec le Nigeria qui s'est engagé à coopérer avec Pretoria. Signe de la gravité de la situation, Cyril Ramaphosa a pris la parole ce jeudi soir dans une intervention radio-télévisée à la Nation. Nous savons qu'au moins 10 personnes ont été tuées dans ces violences. Une d'entre elles est étrangère, déclare-t-il sans préciser la nationalité. Ce sont les pires émeutes xénophobes en Afrique du Sud depuis 2008, quand 62 personnes avaient été tuées dans les circonstances similaires. Et puis au Cameroun, le principal opposant au président Paul Biya jugé aujourd'hui. Maurice Kamto jugé aux côtés de 90 accusés par le tribunal, co-accusés par le tribunal militaire de Yaoundé. Ils sont tous poursuivis pour insurrection, hostilité à la patrie et incitation à la révolte après avoir organisé des marches interdites par le gouvernement. Et puis en Éthiopie, 2 employés de l'organisation humanitaire Action contre la faim ont été tués par des hommes armés lors d'une embuscade. La nationalité des 2 humanitaires n'a pas encore été dévoilée. Une enquête est ouverte, Souleymane. Merci Anna Rocha.
Point de vue, nous parlerons tout à l'heure du statut du chef de l'opposition et nous en parlerons avec le professeur Ngoudamboup, constitutionnaliste, enseignant à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et avec le professeur Maurice Soudiek-John, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. RFM Sport. Bonjour à vous, cher Tidiane Diagne. Bonjour à vous, Souleymane. Les Lions du basket complètement à la ramasse au mondial de basketball. 3 matchs, 3 revers. Voici le bilan de la participation sénégalaise à ce mondial masculin de basketball qui se poursuit en Chine. Tour à tour, les Lions ont chuté face à la Lituanie, à l'Australie et au Canada. Sodeka, notre envoyé spécial. Pas de victoire pour le Sénégal lors du premier tour. Les joueurs ne s'y attendaient pas, estime Babacar Touré. Je pense que si on regarde les 3 matchs, c'est vrai que c'est pas ça qu'on attendait. Le contenu n'était pas mal. Voilà, contre l'Australie, on a vu qu'on n'était pas loin. Et contre le Canada, on a fait un très très bon départ. Malheureusement, on n'a pas su tenir ça 40 minutes. Le temps court de préparation est passé par là, selon le meneur des Lions. Khan Dalmeda affirme aussi que le Sénégal était dans une poule difficile. Non, je pense que nous, on aurait été dans une autre poule, on serait passé, même sans préparation. Par exemple, le Porto Rico qu'on a battu de 30 points sont qualifiés. Le Venezuela qu'on a battu aussi sont qualifiés. Sans être préparé, qu'on a battu parce qu'on a montré qu'on était assez fort individuellement pour ça. Mais après, pour franchir un niveau, surtout dans la poule où on avait, il fallait une préparation, il fallait se sentir bien dans nos baskets. Et là, je pense que quand on était dans le dur, on a eu du mal à trouver une osmose, à trouver une cohésion d'équipe. Et c'est dans ces moments-là qu'une préparation, ça sert parce qu'on passe par des bons moments. Comme dans une famille, vous voyez, il y a des moments où ça va bien, tout va bien, il y a des moments où on s'engueule. Et là, quand on s'engueule sur un terrain, par exemple, on n'arrive pas à réagir parce qu'il manque d'expérience, l'équipe manque d'expérience et tout ça, c'est fait à mauvaise préparation. Il faut prendre plus au sérieux le basketball, nous dit le vice-capitaine. Djibril Cham magnifie toutefois le travail du staff et la réaction de ses coéquipiers. Une Coupe du Monde, tu ne peux pas avoir plus sérieuse que ça. Dès le début, mettre tous les atouts du côté de l'équipe, puis tirer les bons résultats. Contre la Lituanie, ils ont été meilleurs que nous. Mais les deux autres, c'était pas évident. Moi, je pense que ça pourrait basculer de l'autre côté aussi. Si on s'était préparé beaucoup plus tôt, on aurait pu avoir peut-être un bilan différent aujourd'hui. Mais je félicite tout le groupe, je félicite les coachs, parce que c'était pas évident. Actuellement, les Lions sont bien arrivés à Shanghai pour 2 matchs de classement. Le 7 contre la Jordanie et le 9 contre l'Allemagne. Sodetiam, Chine. Dongguan, Radio Futur Média. Soda, il faudra préciser que les Lions vont livrer pendant ce week-end 2 matchs de classement. Le premier demain, samedi à 12h, ce sera contre l'Allemagne. Dimanche, pour la dernière rencontre, les Lions vont croiser la Jordanie, une équipe que les Sénégalais ont croisé d'ailleurs en match amical. Après donc ces 2 rencontres amicales, chacune de ces nations a remporté une victoire. Et puis, il faudra préciser, Souleymane, que ce vendredi, on a entamé donc les rencontres de 8e de finale. La Pologne et la Russie jouent, tout comme Serbie, Porto, Argentine, Venezuela va aussi se jouer aujourd'hui, tout comme Espagne contre la formation de l'Italie. Football local à présent avec les phases nationales des Navétanes, Ziguinchor et Thiès se disputent le trophée. Hier au stade Albouri-Ndiaye de Louga, le club de Ziguinchor, Yamatogne, a sorti après tir au but la formation de Dego de Kébémer représentant la région de Louga. Donc dans cette compétition à cette étape, après tir au but, 6-5 pour les Ziguinchorois. À l'issue du temps réglementaire, les 2 formations étaient à égalité, 0 but partout. Nous allons écouter les propos de l'entraîneur de Yamatogne de Ziguinchor, son nom Bakary Sané, des propos recueillis par Abraham Boulbouya. sama joueur dañoo xawoon a crispé parce que ñoom pratiquement ñoom ñëpp ñu bëri mosuñu jouer phase nationale bi jotee crispé mënuñu woon libéré wu j'avais peur de yàq je les ai conscientisés parce que ma ne leen football leen libérez-vous demi-finale moitié finale la quoi nu ñu koy waxee mais boo leen libéré mu ngeen football leen ci match de poule ak quart de finale 8e de finale yi di ngeen ci génn malheureusement dama ñëw tey je les ai pas reconnus honnêtement. Je donne rendez-vous à la population de Louga ñu ñëw ils vont assister à une belle finale parce que j'en suis sûr et certain que R100 day téye ballon créé ñun tam dañuy téye ballon créé match final bi dina neex inch'Allah rabbi waaw. El Hadj Bakary Sané. De Yamatogne de Ziguinchor qui a parlé simultanément français et wolof après la victoire de son équipe face à l'équipe de Dego de Kébémer. Donc en finale, il va rencontrer donc R100 de Thiès, je vous le disais tantôt, qui a éliminé aussi après l'épreuve fatidique de tir au but et Real de Kaolack 4-2. 0 but partout à l'issue du temps réglementaire. Ce matin, vous avez eu à entendre donc Amadou Kane, le président de l'ONCAV, la structure en charge des Navétanes au Sénégal, qui a tiré le bilan de ces phases nationales. La finale est prévue pour dimanche prochain. Nous parlons, Souleymane, des éliminatoires du mondial 2022, tour préliminaire ce vendredi à Banjul.
La Gambie qui accueille l'Angola, ce sera à partir de 17h, mais avant cela, 14h, les Comores accueillent à Moroni la formation du Togo, en match amical ce vendredi à 17h. Côte d'Ivoire, Bénin, 18h15, Tunisie, Mauritanie, 19h, le Maroc plutôt, va en découdre avec le Burkina Faso. Parlons pour finir des qualifications à l'Euro 2022. Et puis, en succulent, Allemagne, Pays-Bas, attendu à 18h45. Saint-Marin, Belgique se joue à la même heure. Slovénie, Pologne, c'est prévu aussi à la même heure. L'Écosse accueille à partir de 18h45 la Russie. Et puis pour terminer, la Croatie est en déplacement en Slovaquie, Suleiman. Merci, cher Tidiane Diagne. RFM, reportage. Notre reportage Tamkharit aujourd'hui, Ashura, vous le savez, c'est dans quelques jours. Les vendeuses de couscous commencent à recevoir beaucoup de commandes. À la Médina, rue 15, les vendeuses n'ont pas de prix fixe. Toutes les commandes sont d'ailleurs acceptées. Pour certaines mères de famille, elles préfèrent les couscous vendus dans les grandes surfaces. D'autres, par contre, veulent se réclamer conservatrices et faire elles-mêmes leur bon tiret. Reportage Oumou Kalsoumli. Pour la dame Rokhaya Sis, la fête d'Ashura est une période de traite. Vendeuse de couscous établie à la rue 15 de la Médina, veille de fête de Tamkharit, une période faste pour elle. Tout un arsenal d'ustensiles de préparation, des bols, des bassines et des tamis entre autres. Elle s'empresse pour livrer ses commandes. Vraiment, on remercie le bon Dieu. Nous prenons toutes sortes de commandes. On attend les gens. Vraiment, je ne vous cache pas, on s'en sort très bien. Seyna Bougaï, elle aussi est vendeuse de couscous. Trouvée dans son coin et en plein dans les préparatifs de la Tamkharit, selon elle, les commandes varient entre 5 000 et plus. Vraiment, les gens viennent récupérer leurs commandes. Les commandes, ça dépend de la personne. Il y en a qui achètent 5 000 francs et plus. D'autres achètent même 500 francs, 1000 francs. On remercie le bon Dieu. Aïcha Faye, mère de famille, ne loue pas les services de ces dernières. À chaque veille de Tamkharit, moi j'achète les sachets. C'est plus facile et en plus je trouve que c'est bon. Préparer le tiret, ça demande vraiment beaucoup de temps. Fatou Bintou se réclame conservatrice. Elle prépare le couscous elle-même. Moi, je préfère acheter le mil et faire mon couscous à ma manière. C'est plus hygiénique et plus économique, je pense. Ça prend du temps, mais moi, La Tamkharit, c'est dans quelques jours. Le couscous reste le plat le plus prisé et les femmes rivalisent d'astuces pour servir à leur famille du bon tiret. RFM, la presse du jour. La presse de ce vendredi 6 septembre 2019, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Orientation des bacheliers pour l'année 2019-2020, le privé écarté. Fin de l'opération Maki Family. C'est en ces termes que le journal Vox Populi informe ses lecteurs de la décision de l'État du Sénégal de mettre fin à son contrat avec les privés. L'orientation de ces nouveaux bacheliers qui n'ont pas eu de place dans les établissements publics. Tous les nouveaux bacheliers seront désormais orientés dans le public, résume en manchette le très officiel Le Soleil. Pour Sud Quotidien, c'est clair, l'État abandonne le privé. Cheikh Omar Anne s'engage par ailleurs à époncher la dette de 4 milliards aux établissements privés d'ici à 2020. Coup de massue pour le privé, gros défi pour l'État du Sénégal, avertit Vox Populi. Port du voile à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc, la tension monte. Selon le journal Enquête, l'école est catégorique par rapport à son refus d'admettre les filles voilées en son sein. Hier encore, des parents d'élèves contactés par le journal ont fait savoir que leurs enfants ont été isolés de leurs camarades et n'ont pas fait cours. Ma fille a été tabassée, explique une dame contactée au téléphone par le journal Enquête. D'après cette dame, c'est à la suite d'une altercation, une prise de gueule avec les surveillants, que sa fille a été malmenée avant d'être transférée à l'hôpital dans la soirée. Elle a eu des contusions avec un choc
psychologique. Les surveillants l'ont bastonné, affirme-t-elle, pleine de dépit. Ce matin, dit-on donc, les autres élèves ont décidé de manifester leur soutien à leurs camarades exclus. Pour le moment, une rencontre entre les autorités de Sainte-Jeanne d'Arc et le ministre de tutelle n'est pas à l'ordre du jour, selon toujours le confrère. Mais dans cette bataille, les parents des élèves exclus peuvent compter sur le soutien de Tierno Bokoum, interrogé par nos confrères de Vox Populi. Tierno sans langue de bois, vouloir ériger une école laïque pour ensuite choisir le modèle de croyants qu'il souhaiterait accueillir est proprement scandaleux. Mais ce matin, le biétiste de la Tribune invite à la prudence, le savoir raison garder. La décision de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc d'interdire le voile déchaîne des patients sur les réseaux sociaux, alors que c'est un problème d'une extrême sensibilité qu'il faudrait plutôt régler par la raison et non par la passion, conseille encore le journal. Mise en œuvre des politiques publiques, Macky Sall réquisitionne ses ministres pendant 2 jours. L'information est du journal La Tribune. Séminaire donc aujourd'hui et demain, mais attention au dérapage budgétaire, semble avertir le journal L'Observateur, lequel confrère croit savoir ce qui se cache derrière la rationalisation des charges de l'État. À sa page 5, le journal estime que l'État est à la poursuite d'un gap de 57 milliards de francs CFA, représentant la facture d'électricité des bâtiments et autres édifices publics. Interrogé sur cette affaire, l'économiste Maïssa Babou estime que l'État est comme un serpent qui se mord la queue, rattrapé par un déficit budgétaire. Il est obligé par la Banque mondiale d'adoucir ses charges, dégraisser le mammouth, comme dirait l'autre. Coup de théâtre dans l'affaire de saisie record de drogue au port de Dakar. Libération nous informe ce matin que le couple allemand et les 2 Italiens sont libres. Le parquet a béni leur nouvelle demande de liberté provisoire avant que le doyen des juges ne signe une ordonnance dans ce sens. Le journal L'Observateur, qui fait focus sur ce sujet, nous dit que les 4 Européens arrêtés dans l'affaire de la cocaïne ont tous été remis en liberté. Le film de la longue track qui a mis fin à la longue track du transitaire Matteo Fall, tout cela à lire dans L'Observateur de ce matin à ce sujet, bien sûr. Le directeur général de la police nationale a bâton rompu avec nos confrères du journal Source A. Plan de feu de Ousmane Sy pour lutter contre les agressions à Dakar et l'insécurité dans le pays. Selon le confrère, en 2019, en moyenne 15 agressions ont été répertoriées par jour. Des agressions qui ont occasionné quelques 105 blessés. Il y a un plan Art Dakar ak Likewar qui est un segment du vaste plan conçu pour rendre le sommeil aux populations. Le directeur général de la police nationale secoue l'ego de ses subordonnés. Et puis, reportage du journal L'Observateur sur les charmeurs de serpents. Au Sénégal, note le journal, les serpents tuent presque autant que les accidents de la circulation, raison pour laquelle le métier de charmeur de serpents est très couru. À Thiès, des familles en font leur gagne-pain et le métier se transmet de génération en génération, malgré tous les risques qui l'escortent, à lire dans L'Observateur de ce matin à ses pages 10 et 11. Bonne lecture. À 12h38, bienvenue dans Point de vue. Nous parlons aujourd'hui du statut du chef de l'opposition. Le statut du chef de l'opposition qui est discuté depuis une vingtaine d'années, en tout cas évoqué, avec notamment le travail fondateur du professeur El Hadj Mbodj à la fin du mandat du président Abdou Diouf, et depuis lors, aucune réalisation concrète de cette volonté politique. Pour en parler, nous sommes avec le professeur Ngouda Mboup, constitutionnaliste, enseignant à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Mboup, bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes également avec le professeur Maurice Soudjek-John, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Bonjour, monsieur John. Bonjour. Alors, d'abord, professeur Ngouda Mboup, est-ce que le cadre juridique et réglementaire sénégalais est suffisamment clair et suffisamment en place pour que finalement ce statut du chef de l'opposition, ce statut de l'opposition en général, soit réalisé? Alors, merci pour la question. Je pense que pour essayer de camper le décor, je dirais que tout simplement, en réalité, le cadre juridique, il est là, mais pas réglementaire. En réalité, si nous prenons la Constitution à travers l'article 58, depuis 2001, le statut
de l'opposition, il est posé, mais il n'a pas été défini. Ce qui suppose tout simplement qu'en réalité, il devait y avoir l'intervention du législateur sénégalais à travers une loi pour fixer le statut de l'opposition et déterminer donc les éléments qui devraient y figurer. Certainement, donc il y aura forcément donc un débat sur ça, comme nous sommes en train de le faire d'ailleurs, dans la mesure où le statut de l'opposition nécessite, à mon avis, donc une concertation. Je dis la plupart du temps que c'est beaucoup plus une question de science politique que c'est une donnée de droit constitutionnel. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, l'opposition est un objet juridique non identifié. Et si nous regardons la Constitution du Sénégal, il le pose et elle parle quand même donc de l'opposition donc parlementaire. Et parler de l'opposition parlementaire suppose tout simplement de prendre en compte donc l'opposition qui a plus de députés donc à l'Assemblée nationale, même si on peut y prendre, n'est-ce pas, des personnes qui ne sont pas donc dans cette opposition réellement opposante. Ce que l'on peut dire, c'est qu'en réalité, le cadre juridique, il est là posé dans la Constitution, mais certainement, il devrait être complété par la loi. Mais déterminer le statut juridique de l'opposition reviendrait tout simplement à discuter les modalités qui, à mon avis, devraient être un peu complexes dans la mesure où il y a une réforme qui a supprimé le poste de Premier ministre et donc qui change la nature du régime politique. Et du moment donc le régime politique a changé, l'opposition dont on parle ne devrait plus être l'opposition parlementaire. Parce qu'en réalité, le symbole de cette opposition revient à celui, au second choix des Sénégalais, à l'élection présidentielle. Voilà, en gros, de façon résumée, un certain nombre d'éléments que je pourrais donner en attendant donc, que nous entrons dans le vif du sujet. Très bien. Maurice Soudjek John, le professeur Ngudamboup l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la dimension politique de la question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que, les acteurs politiques sont arrivés à un niveau de maturité tel qu'ils puissent maintenant vraiment s'accorder, notamment sur la question de la préséance, parce que c'est ça le problème clé. Qui est le chef de l'opposition? Est-ce le leader du parti d'opposition le mieux représenté à l'Assemblée nationale? Est-ce celui qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle ou tout autre critère? Oui, en réalité, ma pensée, mon opinion sur la question du statut de l'opposition et du statut de chef de l'opposition, c'est que tout simplement, ce sont des questions de diversion et des questions superfétatoires. Car, à la vérité, depuis la Constitution du 24 janvier 1959 jusqu'à celle du 22 janvier 2001, toutes les constitutions du Sénégal prévoient un titre 2 où les libertés publiques et les droits de la personne humaine sont très généreusement proclamés. Donc, en réalité, on n'a pas besoin d'un statut de l'opposition. Il faut d'abord commencer par respecter les droits et libertés que la Constitution reconnaît à l'opposition. Et donc, le problème, ce n'est pas de verser dans une forme d'inflation normative en surchargeant le texte constitutionnel de référence au statut de l'opposition, car si l'opposition ne s'oppose pas, que va-t-elle faire? Et donc, il suffit juste de donner à l'opposition les moyens que lui reconnaît la charte fondamentale de s'opposer à travers des droits, à travers des libertés, pour que cette opposition-là puisse mener à bien son rôle dans une démocratie, parce que c'est un rouage essentiel dans un système démocratique. Aujourd'hui, cela nous renseigne sur le déficit de culture démocratique et la mauvaise foi des acteurs politiques qui sont toujours dans la manipulation à outrance des règles du jeu et dans les pratiques autoritaires de négation et de violation des droits de l'opposition et des opposants. Et cela, nonobstant les deux alternances que nous avons obtenues en 2000 et en 2012, c'est la continuité, la perpétuation de ces mêmes pratiques antidémocratiques, pratiques oppressives, répressives et corruptives qui nous renseignent justement sur les défaillances de notre démocratie. Maurice Soudjek John, la question a été à peine soulevée dans le cadre du dialogue politique, du dialogue national plus largement, que ça a tendance à devenir un facteur de division entre les opposants eux-mêmes dès lors qu'on a parlé d'un certain montant qui serait affecté au chef de l'opposition. Quelle est votre réaction à ce débat-là? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de tripatouillage, de complotique
sur le dos du peuple sénégalais par les acteurs politiques qui semblent prendre en otage le peuple. Et cela est inacceptable parce que c'est antidémocratique. On ne peut pas aujourd'hui se réunir pour prendre le peu de ressources qu'il y a dans le pays pour les donner à ceux qui sont au pouvoir et qu'ils s'illustrent en cela par la prédation, par la corruption, par le pillage et le gaspillage des ressources publiques au moment où le peuple manque de tout. Et je crois donc que ça, c'est une question qui n'intéresse pas les Sénégalais et qui n'est pas au cœur de leurs préoccupations. Je crois qu'aujourd'hui, il y a deux éléments essentiels qu'il faut poser par rapport à cela. C'est la restauration de la confiance pour stabiliser, routiniser, institutionnaliser des règles loyales de la compétition démocratique d'une part, et d'autre part lutter contre le néopatrimonialisme, c'est-à-dire cette tendance à user et à abuser selon le bon désir et le bon plaisir des tenants du pouvoir des biens, des richesses de l'État, ce qui est inacceptable, ce qui est antidémocratique. Merci Maurice Soudjek. John, dernière question à Ngouda Mboup. Quel est l'enjeu justement de ce statut de l'opposition et du chef de l'opposition? En quoi ça changerait la donne dans l'état actuel des choses, le dialogue entre le pouvoir et l'opposition et les droits civiques et les droits civils? Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en réalité, j'ai bien aimé l'intervention de mon collègue Maurice, que je salue au passage, mais sur un certain point, je ne suis pas d'accord avec lui. D'abord parce que, en réalité, le statut de l'opposition ne serait pas une disposition superfétatoire dans la mesure où, aujourd'hui, c'est posé dans la Constitution et le législateur est obligé d'intervenir. Justement, c'est la question. Ça change quoi que ce soit inscrit dans la Constitution? En réalité, ça change beaucoup de choses, parce que si on adopte le statut de l'opposition sera considérée donc comme un tiers pouvoir. Et ce tiers pouvoir aura la possibilité d'être en justice, de disposer d'un patrimoine. Parce que voilà, c'est important en termes de droits. Au-delà de ça aussi, je pense que les droits de l'opposition, je suis d'accord avec mon collègue que ça doit être renforcé, ça devrait être renforcé. Mais ici, dans ce cadre, c'est dans le cadre de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il faudrait toucher au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Vous savez qu'en réalité, dans la Constitution, il y a ces tiers pouvoirs-là. Et ces tiers pouvoirs sont oubliés. C'est-à-dire que l'opposition en tant que telle devrait bénéficier d'un statut juridique qui devrait lui permettre tout simplement d'avoir une certaine sécurité juridique. L'incompétence négative du législateur qui ne voudrait pas prendre cette loi alors que la Constitution le lui impose permettrait tout simplement en réalité donc de garantir véritablement les droits de l'opposition. Maintenant le cette institutionnel sénégalais pose sur le consensus. Et dans ce cas de figure maintenant, si on arrive quand même à fixer un statut de l'opposition, nous l'avons fait dans la contribution citoyenne à travers l'ONG 3D, où nous avons donc dit clairement qu'en réalité, l'opposition devrait quand même donc être assurée quand même d'un statut précis. Et ce statut-là devrait permettre tout simplement de renforcer le dialogue. Tout le temps que l'opposition donc est un statut qui lui garantirait tout simplement la possibilité de voir le chef de l'État tout le temps. Parfois, nous sommes désolés. Allez-y, vraiment en 30 secondes parce que la ligne est très mauvaise. À enjeu national, qui permettrait tout simplement d'affermir les liens et de pacifier, n'est-ce pas, l'espace politique. Et sinon, on va revendiquer dans ce stade. C'est revendiqué par l'opposition concernant maintenant donc l'allocation dont on a parlé. Moi, je pense que quand même, donc, il s'agit d'une question qu'on devrait donc étudier et voir donc dans quelle mesure l'opposition pourrait venir. Désolé, la ligne est très mauvaise. Nous avons compris l'essentiel de votre point de vue sur cette question. Nous vous retrouverons dans le journal en Wolof dans quelques minutes. C'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Restez avec la RFM. Dans un instant, le journal en Wolof qui sera présenté par El Haj Ndate Diop.